Voilà, donc je remercie le bureau de la FMAPAT de nous avoir accueillis, et dont tout le monde n'a pas la chance d'avoir avec lui un radiologue spécialiste d'organes, et dans le cas présent, spécialiste du thorax, et donc le pneumologue doit avoir des connaissances dans l'imagerie thoracique, et dans le cas présent, dans l'imagerie de l'hémoptysie. Alors le prérequis, c'est très simple. D'abord, l'hémoptysie, c'est une urgence. Deuxièmement, ça a une évolution imprévisible, et on sait qu'en cas d'hémoptysie sévère, la mortalité est très lourde. Les causes sont nombreuses, et vous voyez sur le petit encas de droite, il y a 4 maladies qui donnent des hémoptysies. D'abord les bronchiectasies, vous avez les infections au stade aigu ou au stade de séquelles, vous avez enfin le cancer et l'embolie, et puis on voit quand même assez souvent une origine cardiaque par le biais d'une hypertension veineuse pulmonaire. Enfin, dernier prérequis, c'est que l'origine, elle est systémique 9 fois sur 10, et ça c'est une notion très importante. La démarche diagnostique, vous le voyez, tout part de l'hémoptysie. On a 2 examens clés qui sont le scanner thoracique et l'endoscopie. L'endoscopie, elle pose un problème du moment où on doit la réaliser, soit rapide, soit plutôt retardé. Et puis on a le scanner thoracique qui, comme vous le voyez, va montrer l'aspect, le siège, l'importance, le mécanisme et la cause. Et finalement, on va se retrouver avec une hémoptysie symptôme que nous, pneumologues, nous allons pouvoir traiter, ou une hémoptysie maladie qui va être le fait du radiologue interventionnel essentiellement. Et puis au milieu, j'ai mis la radio du thorax, parce que bien évidemment, la radiographie du thorax est un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une place pour le cliché du thorax? Eh bien, comme vous le voyez, en théorie, il n'y en a quasiment pas. Parce que quand on a une hémoptysie avec un cliché normal, on a des DDB dans 70% des cas et un cancer dans moins de 10% des cas. En pratique, en fait, le cliché du thorax est souvent réalisé comme premier examen, et puis en fonction des conditions de travail, en particulier un patient qui est vu en consultation, c'est très facile d'avoir un cliché immédiatement. Fait important, si vous avez un cliché du thorax normal et une hémoptysie, bien évidemment, le scanner doit être systématique. Alors, le scanner, c'est l'examen central, bien évidemment, hein, il est réalisé plus ou moins rapidement. L'élément essentiel à connaître, c'est la technique de ce scanner, c'est-à-dire il faut que, dans le même temps, il y ait une acquisition du temps artériel systémique et du temps artériel pulmonaire. Et ça, il faut le demander aux radiologues, parce que tous les radiologues ne sont pas au fait de la chose. Je ne parle pas du CHU, bien évidemment. L'épaisseur de coupe aux alentours du millimètre, on fait des reconstructions, du MIP. Nous, pneumologues, on peut faire toutes ces techniques. On a des logiciels qui nous permettent de le faire. Alors, qui doit être réalisé en premier? Je vous présente ce cas qui est un cas qui m'a créé la plus grosse frayeur de ma vie, puisque j'ai failli perdre la patiente sur une biopsie tout à fait banale, tout à fait simple, avec une pince tout à fait normale. Vous voyez, il y a des bronchiectasies, et puis je n'avais pas eu le temps, voilà, c'était il y a bien longtemps, on n'avait pas le scanner assez facilement, et le scanner, j'ai fait l'endoscopie avant le scanner, et vous voyez qu'il y a j'essaie de trouver, voilà, vous avez des artères bronchiques monstrueuses, et vous avez un énorme anévrisme artérielle rétrotrachéale, et sur une simple biopsie de l'éperon lobaire supérieur droit, j'ai failli perdre la patiente qui s'est noyée dans le sang. Voilà, je vous raconterai après en aparté si vous voulez, ça c'est bien fini, mais ça m'a servi de leçon. Hein. Donc scanner en première intention, bien évidemment. Alors le scanner, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Eh bien, il va nous montrer d'abord des signes de saignement. Et les signes du saignement, c'est avant tout une image en verre dépoli.
qui peut être localisée, qui peut être diffuse, parfois qui est plus discrète, centrolobulaire, voire périveineuse. Quand la condensation, le sang s'accumule, eh bien on a une condensation, on n'a plus une opacité en verre dépoli. Si ça résorbe un petit peu, on a des lignes septales. Parfois, les caillots vont entraîner des phénomènes d'obstruction, soit obstruction d'un territoire relativement important, atélectasie segmentaire. Parfois, on a des nodules bronchogènes que l'on voit, l'image en mimosa, parce qu'il y a du sang un petit peu en périphérie. Exceptionnellement, le passage de produits de contraste dans les voies aériennes ou dans la cavité, ce sont vraiment des raretés. Alors voilà que je vous ai mis quelques cas, hein. On voit très bien les opacités en verre dépoli. Par exemple, il s'agissait de métastases d'un angiosarcome. Là, c'est un magnifique poumon mitral avec un saignement autour des veines pulmonaires. Dans l'embolie pulmonaire, vous avez l'infarctus, mais parfois on a autour de l'infarctus une alvéolite hémorragique qui donne cette image de condensation. Ça, c'était un patient sous anticoagulant. Et puis, comme je vous ai dit, lorsque ça traîne un peu, quand ça résorbe, eh bien, on a des lignes septales parce que du fait de la résorption. Donc, vous voyez l'aspect du saignement, avant tout du verre dépoli. Deuxièmement, la localisation. Alors, bon, quand c'est une forme diffuse, il n'y a pas de problème. Parfois, c'est un regard d'une lésion, comme dans cet anévrisme thrombosique qui était celui d'une maladie de B7. Pardon. Dans cet autre cas, on voit bien qu'il y a une... Je cherche la flèche, voilà. On voit bien qu'il y a une obstruction dans la segmentaire antérieure du lobe supérieur droit. On a un petit peu de verre dépoli, on voit bien qu'il y a du sang dans ce territoire. Enfin, un cas qui ne m'est pas personnel, qui est le comblement d'une cavité par du sang. L'importance, bien sûr, lorsque le saignement est diffus, c'est grave. On considère habituellement que lorsqu'on a 3 lobes qui sont atteints, eh bien, c'est un critère de gravité. Enfin, on va voir les mécanismes et les causes. D'abord, il n'y a pas de mécanisme univoque. Il faut savoir qu'à une cause donnée, on peut avoir plusieurs mécanismes, et puis, ce qui complique la chose, on peut avoir parfois plusieurs causes qui peuvent générer une hémoptysie. Alors, j'ai fait une classification assez simple, mais qui permet de bien se souvenir de tout ça. La première cause, et on l'a vu, hein, c'est l'hypervascularisation bronchique. C'est 9 fois sur 10 l'hypervascularisation systémique qui est en cause. La maladie la plus fréquente, ce sont les bronchectasies, ce sont les séquelles de tuberculose, le mycétome aspergillaire, et puis la maladie thromboembolise veineuse chronique qui peut donner cette hypervascularisation systémique. Alors, ça, c'est un élément que nous, pneumologues, on doit savoir reconnaître. Il faut savoir reconnaître les artères bronchiques. Alors, dans ces maladies qui génèrent une hypervascularisation, eh bien, l'hypoxie et l'inflammation génèrent des cytokines et ça stimule la dilatation, le remodelage et l'angiogénèse. Or, ce sont des vaisseaux avec un haut régime de pression, puisque c'est systémique, il y a une paroi mince et donc ça peut saigner. Et il faut savoir reconnaître les artères systémiques bronchiques qui sont des petites opacités issues de la face antérieure de l'aorte thoracique descendante, aux alentours de T5, T6, pas loin de la bifurcation, souvent derrière la branche principale gauche, et ça va vers le hile. Dans quelques cas, les artères, elles sont plutôt ectopiques et elles viennent du tronc de l'artère sous-clavienne, le tronc artériel, comme dans le cas présent, c'est la sous-clavière. L'aspect est un tout petit peu différent, il y a un aspect tortueux très particulier. Alors voilà pour aller rapidement vers la patiente que j'ai failli perdre. On le voit à droite, danger,
regardez cette énorme hypervascularisation systémique bronchique, et vous avez en noir la lumière bronchique, et regardez l'artère bronchique, elle est juste sous la muqueuse, et c'est là que j'ai pris. Et ça a été un vrai drame. Donc voilà, reconnaissez les artères systémiques bronchiques, c'est très important, et aidez-vous du MIP parce que ça permet de dérouler les artères et de les voir parfaitement. Après, il y a des artères systémiques qui ne sont pas bronchiques. Bien sûr, c'est fonction du territoire pathologique. C'est vrai que lorsqu'on a une pathologie avec un épaississement pleural, on peut se dire qu'il y aura peut-être une hypervascularisation systémique non bronchique. Le cas le plus classique étant l'aspergillome, où on a souvent un épaississement pleural au contact de la cavité colonisée. Je voudrais vous montrer cet élément parce que ça aussi, c'est fondamental pour nous, pneumologues. Comme vous le voyez, patient qui a des bronchectasies très évoluées dans le lobe inférieur gauche, il y a suspicion d'embolie pulmonaire, on lui fait un scanner thoracique et vous voyez qu'il y a une image de thrombus dans la bronche, dans l'artère pulmonaire gauche. Eh bien, si on opacifie, comme je vous ai dit, il faut opacifier le temps artériel pulmonaire et le temps systémique. Dans le cas présent, ça n'était pas opacifié. Mais si on les opacifie, eh bien le thrombus disparaît. Ça n'est pas une embolie pulmonaire, donc. Donc c'est une fausse embolie pulmonaire par hypervascularisation à contre-courant. Le signe typique, c'est le signe du tourbillon, hein, très caractéristique. Donc, importance de la technique, avoir le temps artériel pulmonaire et artériel systémique, ça c'est fondamental. Et deux, nous, pneumologues, on doit savoir reconnaître cette image qui déjà faisait craindre une grosse hypervascularisation systémique, bien évidemment. Alors, l'explication, elle est simple. Hein. Il y a toujours les artères bronchiques, il y a toujours des anastomoses avec le système artériel pulmonaire. Et lorsqu'il y a une destruction, que ce soit des séquelles de tuberculose, que ce soit des DB, eh bien, il y a une hypervascularisation systémique. Et comme c'est à haut débit, eh bien, ça ouvre donc les anastomoses et on a du sang artériel bronchique qui vient dans le sang artériel pulmonaire. Mais si le sujet n'a pas été injecté avec autant artériel systémique, vous avez donc le temps artériel pulmonaire qui est injecté, mais ce vaisseau qui va donner à plein canal, lui n'est pas injecté et donne l'impression d'un thrombus dans l'artère pulmonaire. Voilà, dans le cas de l'HTAP post-embolique, c'est relativement fréquent, vous voyez, 73% des cas. Deuxièmement, l'hémoptysie de lésions focales, eh bien là, elle est plutôt artérielle pulmonaire et non pas artérielle systémique. C'est surtout l'origine infectieuse avec les pneumopathies nécrosantes, l'anévrisme de Rasmussen, rarement septique, et puis parfois c'est iatrogène. Eh bien, c'est l'arbre artériel pulmonaire, c'est une poche saculaire qui sort d'un vaisseau avec une taille tout à fait variable. Ça se rehausse de produits de contraste, mais attention, là aussi, attention, regardez ce beau cas de Mostafa El Ajam, où il avait une caverne tuberculeuse magnifique, hémoptysie, et puis si on n'injecte pas, on ne voit rien, on voit la caverne, on n'est pas sûr, et regardez, on voit tout de suite l'anévrisme de Rasmussen dans la caverne. Voilà, et ça c'était dans un patient avec un lymphome de Malte et une infection, et on voit bien le petit anévrisme. Signes d'invasion vasculaire, tout le monde les connaît, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Troisième grand groupe, ce sont les malformations, les séquestrations, les malformations artério-veineuses. Séquestration, vous le savez, c'est du parenchyme pulmonaire dysplasique, sans connexion avec les voies aériennes, avec un apport artériel systémique. Le retour veineux fait le caractère intra- ou extralobaire, et idem pour la poche pleurale, qui est unique dans l'intralobaire et qui est double dans l'extralobaire.
Voilà les malformations artério-veineuses. Bon, la maladie de Rand-du-Osler, qui habituellement passe dans des circuits particuliers. Et puis, on a quelques patients qui ont été opérés, qui ont, comme ce patient-là, une fistule artério-veineuse. Il avait été opéré d'un kyste bronchogénique dans l'enfance. Ok, l'origine capillaire, ce sont les hémorragies alvéolaires, avec des causes multiples et variées, bien évidemment, hein, le goût de pasture, le lupus, les granulomatoses, les origines iatrogènes, les toxiques, les médicaments, bien sûr, la leptospirose, et puis le cœur, bien évidemment. J'ai repris les causes. Voilà, donc vous voyez les tableaux, c'est du verre dépoli. Et puis lorsque l'hémorragie alvéolaire devient plus importante, c'est de la condensation. Et puis, il ne faut pas oublier l'atteinte cardiaque. Hein. J'ai eu récemment un cas d'hémosidérose chez un patient qui avait eu une paire de crachats hémoptoïques, mais 3 fois rien. Et puis, l'hypertension veineuse pulmonaire, on peut avoir de l'hémorragie intraalvéolaire, une hémorragie latente, et puis, au stade ultime, des ossifications. On arrive à la fin de la présentation. Eh bien, ce sont les atteintes par destruction du parenchyme, comme les pneumopathies bactériennes qui sont nécrosées ou abcédées, les mycobactérioses, mais sans qu'il y ait d'anévrisme artériel pulmonaire, l'infarctus pulmonaire avec l'alvéolite hémorragique, et parfois une invasion des voies aériennes d'origine tumorale ou par séquelles. Destruction du parenchyme, bon, il s'agissait d'une aspergillose invasive en sortie de neutropénie. Et puis l'invasion des voies aériennes. Bon, vous voyez tout de suite le petit grelot, la petite image dans la bronche principale, qui était une magnifique tumeur carcinoïde. Et puis vous avez les séquelles, les broncolithiases, qui peuvent donner des hémoptysies. Alors vous avez là résumé toutes les causes, tout en sachant que les 3 premières vont bénéficier de ce dont va vous parler Sébastien maintenant, qui est l'imagerie, la radiologie interventionnelle. Finalement, à la fin, il y a 10 à 20% des patients qui n'ont pas d'origine précise à l'hémoptysie. Alors au scanner, on a parfois des signes de saignement, parfois il n'y en a pas. Et puis surtout la question, c'est pour nous cliniciens, est-ce qu'il faut refaire un scanner? Si oui, à quelle échéance? Certains auteurs pensent que ça pourrait être, l'hémoptysie pourrait être un marqueur de métaplasie, voire de dysplasie chez un fumeur. Ça, c'est à discuter. Et dans quelques cas rares, ça peut être ce que l'on appelle un Dieu-la-foi bronchique, c'est-à-dire une hypervascularisation systémique bronchique, mais sans étiologie, dont on ne sait pas ce qu'elle fait là, mais qui peut parfois entraîner des hémoptysies particulièrement graves. Et je laisse la place à Sébastien pour la suite des événements. Merci Gérard. Bon, à mon tour de remercier l'ensemble du bureau de l'AFMAPAT et d'une façon générale à l'excellent accueil de tous les Marocains. Donc c'est pour le coup la suite de ce qu'on a vu avec la médecine personnalisée. C'est un très très bel exemple de travail collaboratif interdisciplinaire. L'hémoptysie ne se prend pas en charge seul par un pneumologue, seul par un radiologue. C'est vraiment un travail collaboratif. Donc on va reprendre un petit peu les mêmes thèmes, et c'est le principe de la pédagogie, c'est la répétition. On va retrouver ce que nous a expliqué Gérard, mais vraiment avec des cas cliniques pratiques, ce que j'ai vu donc dans mon expérience. Alors tout d'abord, Gérard l'a dit, c'est 90% de causes artérielles bronchiques. Donc ce qu'on va rechercher en priorité et sur le bilan pré-thérapeutique par le scanner, ce sont les artères bronchiques. Alors ça, c'est le petit schéma qu'on a tous appris dans notre première formation d'anatomie. Et donc les artères bronchiques naissent à peu près à hauteur de la carène, T5, T6.
il y en a une ou deux, et ça c'est classique. Pour autant, et notamment chez vos patients qui ont des pathologies pulmonaires chroniques, vous allez voir qu'il y a énormément de variabilité sur le nombre d'artères bronchiques et puis aussi sur leur naissance, qui peuvent non seulement intéresser la zone T5, T6, mais partir des troncs supraortiques ou des artères d'origine sous-diaphragmatique. Alors commençons par ce cas. Alors, ce patient a un foyer chronique, cicatriciel, un peu rétractile, vous voyez dans le lobe supérieur droit. Et puis, sur l'image de reconstruction coronale, vous voyez ce qui ressemble à un tronc intercostobronchique. Donc, voici l'artériographie. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Ce qui est intéressant de regarder sur cette image, c'est que le tronc intercostobronchique qui est opacifié va montrer des zones très pathologiques en artériographie. Alors, ce ne sont peut-être pas des images que vous voyez souvent. Ce qui est à noter, c'est toute cette zone d'hyperémie qui correspond parfaitement au matching avec la zone de foyer rétractile sur le scanner. Donc, pour repérage, vous avez un cathéter ici et un tout petit cathéter qui est rentré dans l'artère bronchique ici pour aller un petit peu plus loin et être le plus sélectif possible. Mais il n'y a pas que ça. Et quand on va explorer plus avant les vaisseaux thoraciques, on va ici opacifier l'artère sous-clavière. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, il y a également une hyperémie qui vient des vaisseaux pariétaux et non pas de ce qu'on attend habituellement d'une artère bronchique. Alors pourquoi c'est important ? Parce que quand on néglige ça, eh bien c'est source de récidive d'hémoptysie et donc le traitement est inefficace. Autre exemple, qu'est-ce que vous voyez sur ce scanner ? Alors déjà, on regarde l'ensemble du scanner, c'est pas que le parenchyme pulmonaire, vous voyez qu'il y a sans doute une reconstruction pariétale mammaire ici à droite, et puis un petit lobe supérieur rétracté le long de la plèvre médiastinale avec des petites bronchectasies, donc probablement ce sont des séquelles de radiothérapie. Ici, je vous remontre la même patiente. Qu'est-ce que je veux que vous voyez en particulier ? C'est une reconstruction coronale en mode MIP. C'est ici ce vaisseau. Ce vaisseau, c'est quoi ? C'est l'artère sous-clavière gauche. Et puis, ce tout petit vaisseau qui est ici, et c'est celui qu'on va suivre maintenant. Donc, le vaisseau qu'on vient de voir, je vous le remontre, il est ici. Donc, il descend donc, de l'artère sous-clavière gauche et va vers la droite. On le retrouve en tournant toujours en reconstruction parasagittale. Ce vaisseau descend ici et puis arrive de façon très étonnante vers les zones médiastinales. Et en fait, vous avez la correspondance avec l'angiographie où le cathéter est venu se positionner dans cet ostium d'une petite branche qui naît de la sous-clavière gauche et qui opacifie du réseau artériel bronchique. Donc vous voyez que quand on induit des pathologies pulmonaires chroniques ou quand le patient a une pathologie pulmonaire chronique, il va y avoir ces phénomènes de néo-angiogénèse et on va être très surpris de trouver des artères bronchiques qui naissent vraiment de façon aléatoire, y compris, vous voyez ici, une artère sous-clavière gauche qui va vasculariser un territoire bronchique droit. Donc encore une fois, si vous ne voyez pas ça sur le bilan préthérapeutique avant l'embolisation, eh bien vous ratez votre cible et le patient récidive évidemment. Dernier exemple d'artères qu'on va appeler ectopiques. Quand elles sont en place, on parle d'artères orthotopiques et quand elles sont à distance du lieu habituel, on parle d'artères ectopiques. Ici, vous avez une artère diaphragmatique hypertrophiée qui vient vasculariser toute une zone de nécrose chronique ici et on peut la suivre et donc encore une fois penser à aller chercher ces artères pour les emboliser dans les pathologies pulmonaires chroniques. Autre exemple et autre problématique, ici un patient qui a une des causes classiques d'hémoptysie, c'est un adénocarcinome avec une forme évoluée sous chimiothérapie et présente une hémométhysie massive, donc on me l'adresse pour une embolisation. Donc quelque chose de très simple, vous avez toujours le cathéter qui est arrivé par la voie artérielle fémorale jusque dans l'aorte, on est à peu près à hauteur de la fin de la trachée, et puis j'opacifie un tronc intercostobronchique, alors c'est séquentiel, c'est dynamique, vous allez voir plusieurs images, où on voit à la fois une artère intercostale et puis des branches bronchiques. C'est en place, c'est assez simple. On va juste avancer pour voir que ce patient, en rapport avec sa pathologie tumorale, a une hyperémie tout à fait anormale et qui est à la source de ce saignement. Donc la suite de la prise en charge, post-embolisation, un premier contrôle
qui montre encore quelques petites branches que j'estime à avoir encore à traiter. Donc je rajoute ce qu'on injecte, c'est-à-dire des particules. Et puis le dernier contrôle est plutôt très satisfaisant puisqu'on n'a qu'une opacification tronculaire du tronc intercostobronchique. Ok, voilà ce pourquoi on m'appelle le lendemain ou dans la soirée. Hein. Donc le patient présente une paraplégie quelques heures au décours de l'embolisation. Donc ça c'est très embêtant et on sait un petit peu potentiellement ce qui peut se passer. C'est-à-dire que le réseau artériel bronchique, le réseau intercostal et l'ensemble des vaisseaux systémiques dans le thorax ont un potentiel d'anastomose. Et donc une des anastomoses à risque est médulaire. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est reprendre un peu son dossier et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, c'était les opacifications pré-embolisation que je retrouve de façon habituelle dans cette situation. En tout cas, pas de variante à risque. Ce qu'il faut noter ici, c'est que on a mis déjà du texte dessus, mais c'est un petit peu dommage, puisque au décours de l'embolisation et au cours du premier contrôle, on voit cette toute petite artère qu'on décrit en épingle à cheveux et qui correspond au tronc médulaire qui a malheureusement été occlu par l'embolisation. Donc vous voyez que c'est des choses qu'il faut vraiment discuter de façon collaborative avec les réanimateurs, les pneumologues, parfois les chirurgiens. Il ne faut pas penser que l'hémoptysie, on envoie au scanner puis à l'angiographie pour embolisation, il revient dans un lit et tout est réglé. D'une part, il y a des artères qui sont complexes à cathétériser et à retrouver, d'autre part, des variantes à risque. Je ne fais pas l'ensemble, mais sachez qu'il y a des anastomoses coronaires qui sont décrites, des anastomoses avec les troncs supraortiques et donc avec des potentiels AVC. Donc, autre problématique, eh bien, quand c'est pas artériel bronchique, ça peut être artériel pulmonaire. Alors, vous allez me dire, c'est pas fréquent, c'est 10%, ok, mais quand c'est présent, il vaut mieux pas passer à côté. Donc, ce dossier dont a déjà parlé Gérard, c'est un patient jeune qui a une maladie de B7, et donc, ce sont pas des thrombie d'embolie pulmonaire qu'on voit ici, mais bien une vascularite, c'est-à-dire une thrombose in situ, avec des dilatations anévrismales. Donc ce patient est dans un premier bilan, il ne présente pas encore d'hémoptysie. Pour autant, en discussion multidisciplinaire, on décide d'emboliser de façon préventive cet anévrisme non thrombosé, en tout cas partiellement thrombosé, qui nous semble à risque. Donc, cette fois, le passage est veineux fémoral pour arriver dans l'artère pulmonaire lobaire inférieur gauche. Et puis ici, vous avez l'opacification de ce sac anévrismal et puis le contrôle angiographique après l'embolisation par du matériel métallique qui s'appelle des coils. Ce patient est suivi régulièrement et 6 ans plus tard, il revient avec une hémoptysie de faible abondance. Je vous rappelle que la première fois, il n'avait pas encore craché de sang. On fait son scanner injecté et qu'est-ce qui est à noter? Gérard l'a très bien expliqué, hein, quand on saigne, eh bien, on voit très souvent du verre dépoli autour d'une cible. La cible ici, elle est anévrismale artérielle pulmonaire. Et donc, cette hauteur de coupe est un peu au-dessus de la zone embolisée. Et donc, ce patient a fait une récidive anévrismale en amont de la zone traitée. Donc, cette image correspond à l'angiographie, elle est vraiment intéressante et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, l'opacification, on voit en dessous ce paquet de coils et surtout, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est ce qui se passe ici. Donc j'injecte du produit de contraste et là, j'opacifie une structure qui n'est pas censée être opacifiée. C'est quoi? Donc c'est pas la veine, hein. Donc j'injecte dans l'artère pulmonaire et ça reflue dans cette structure qui correspond à la branche principale. Donc à ce moment-là, en fait, il y a une rupture de l'anévrisme et donc une hémoptysie de grande abondance. Donc c'est un petit peu tendu à ce moment-là. Et donc la suite, vous allez voir, ça bouge beaucoup parce que malheureusement ce patient il est pas intubé ventilé, donc on a un peu de phénomène de marée, hein, ça bouge. Et ici, vous voyez rapidement le matériel métallique, le coil, qui va compléter le traitement de façon à éviter cette hémoptysie massive. Donc vous voyez que ce n'est pas anecdotique. Très souvent, dans mon expérience, quand vous avez un saignement artériel pulmonaire, il faut vraiment faire attention aux hémoptysies sentinelles parce que quelques crachats vont annoncer un événement cataclysmique qui va suivre. Donc là, le contrôle final avec le reste de coil, et depuis on ne l'a pas revu, en tout cas pour une embolisation. Donc j'insiste beaucoup sur ça, hein. C'est pas fréquent les hémoptysies d'origine artérielle pulmonaire, mais il faut les rechercher grâce à ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire un temps artériel pulmonaire et un temps aortique.
et bien décider rapidement d'un geste d'embolisation. Ces patients, quand ils arrivent et qu'on a détecté une anomalie artérielle pulmonaire, on décide d'emblée d'un traitement endovasculaire et on n'attend pas. Sinon, ça se passe très mal. Le dernier exemple qu'on a eu, cette patiente a été transférée d'un centre adjacent et elle avait 18 ans, elle a fait un anévrisme, elle avait été traitée pour une leucémie avec une complication septique qui avait évolué vers une nécrose puis une dilatation anévrismale artérielle pulmonaire. Elle est décédée dans les 24 heures qui ont suivi. On n'a pas eu le temps de la voir arriver. Donc voilà l'importance également du choix de la cible grâce au scanner. Je vous ai rappelé l'opacification. En fait, il faut que tout soit blanc pour nous, c'est-à-dire que le produit de contraste, il va à la fois dans le cœur droit, dans le cœur gauche, pour ne rien rater. Donc ça, c'est un autre exemple. Vous voyez qu'il y a des poches d'anévrisme. Ça, c'est assez simple comme situation. On voit vraiment au niveau de la flèche jaune ce gros sac anévrismal et sa correspondante en angiographie. C'est pas toujours aussi évident. L'autre exemple, c'est une aspergillose chronique cavitaire. L'aspergillose est vraiment pourvoyeuse de catastrophes à type d'hémoptysie et donc également rapidement emboliser ces images. Là, c'est une situation un petit peu plus difficile. Bon, le contexte est peu important. Ce sur quoi j'insiste, c'est sur cette pneumonie nécrosante qui est en bas à gauche. Eh bien, il faut aller chercher ces petits rehaussements qui n'ont rien à faire ici, qui sont tout à fait anormaux. Et quand on voit ça, eh bien, également, il faut rapidement référer ce patient pour une embolisation. L'angiographie ici de l'artère pulmonaire et de sa branche, avec le déploiement de coil. Puis vous allez voir que, encore une fois, pendant la procédure, ça peut saigner. Vous voyez l'extravasation lors de la procédure. Les premiers coils ont été déployés, mais là, il y a une rupture du vaisseau. Et donc, c'est des situations qui peuvent être encore une fois un peu tendues, donc prudence. Et le contrôle final, vous voyez ici, il y a la stagnation du produit de contraste parce que ça a saigné pendant la procédure, mais les derniers coils excluent ce territoire nécrosé, et donc il n'y a plus de risque d'hémoptysie, avec ici ce contrôle qui montre également l'exclusion avec sa correspondance entre l'angiographie et le scanner. L'autre option thérapeutique, alors là, on va un peu dans l'escalade de la technicité, c'est également décrit dans la littérature, parfois sur des érosions plus proximales, eh bien, on peut mettre en place des stents, encore faut-il les avoir sous la main, ce sont des stents couverts. Il faut avoir le matériel en stock, c'est pas toujours évident. Je terminerai sur la dernière partie. On a vu les artères bronchiques qui peuvent parfois être ectopiques. On a vu les artères pulmonaires et maintenant sur cette dernière partie on verra l'hémoptysie symptôme pour lequel on n'a pas de rôle en tant que radiologue interventionnel, mais en tant que radiologue thoracique tout court, évidemment que oui, parce que là il va falloir s'orienter sur d'autres pathologies, ça saigne de partout et donc c'est pas l'embolisation qui va résoudre le problème, mais plutôt l'évolution diagnostique. Donc ici, un dossier assez intéressant d'hémoptysie récidivante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors on cherche du verre dépoli, il y en a, mais il n'y a pas que dans les saignements alvéolaires qu'on va les retrouver. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Eh bien, quelques réticulations périlobulaires, c'est pas négligeable. Ici, c'est une décompensation cardiaque gauche. Alors, je vous montre ça, tout le monde le sait, hémoptysie crachat rosée dans l'insuffisance cardiaque gauche, c'est classique, mais pour autant, quand on rentre dans un circuit hémoptysie, on ne repense pas toujours à l'essentiel, et donc ça, c'est une cause d'hémoptysie symptôme en rapport avec l'insuffisance cardiaque. Enfin, les choses plus rares, voyez ici des plages en verre dépoli chez une jeune femme de 20 ans qui a déjà une anémie, et ça c'est classiquement rencontré dans les hémorragies alvéolaires. Eh bien, c'est une vascularite Taranka. Et je terminerai cette présentation des symptômes avec les hémorragies alvéolaires avec cette magnifique image de verre dépoli et condensante qui est en rapport cette fois avec une infection qui donne un syndrome ictéro-hémorragique et qui est donc en rapport avec une leptospirose. Donc voilà un petit peu balayé rapidement comment du côté radiologue on va gérer la situation et tout à fait en symbiose avec ce que vous a dit la version pneumologique de Gérard et toutes les situations qui en découlent. Donc je vous remercie. Merci bien pour ces deux présentations complémentaires. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Dr. Brahimi. Gérard, tu peux...
Merci. Merci Sébastien, merci Gérard. Ma question est pour Gérard. Tu avais parlé de l'examen, c'est-à-dire que quand on recherche une embolie pulmonaire, que le cas que tu as cité, qu'il fallait peut-être passer par faire un temps systémique bronchique et un temps artériel pulmonaire. Mais bon, nous, quand on a une substitution d'embolie pulmonaire, on fait substitution d'embolie pulmonaire angioscanner. Est-ce que l'angioscanner comporte obligatoirement un temps systémique bronchique et artériel pulmonaire? Ou alors il faudrait le préciser à chaque fois à son radiologue pour ne pas passer à côté des pseudo-embolies pulmonaires qui n'en sont pas? Je laisse le technicien répondre. Il m'a dit qu'il voulait répondre. Alors ça fait un peu technicien de surface, hein. Je ne sais pas si je dois bien le prendre. Alors depuis toujours, en fait, il y a des débats et des congrès entiers d'imagerie thoracique qui s'intéressent à quel est le meilleur protocole pour l'embolie pulmonaire et on n'a jamais de conclusion. Il y a un point clé de base, c'est il ne faut pas faire d'inspiration profonde, contrairement aux explorations parenchymateuses usuelles, parce qu'on va faire un Valsalva et donc on va dégrader la qualité de l'image d'opacification des cavités droites. L'autre point, en fait, habituellement, et c'est ce qui est fait dans la plupart des centres, on essaye d'avoir des jolies artères pulmonaires et donc l'acquisition, elle se fait de façon précoce avec des détections de régions d'intérêt dans l'artère pulmonaire. Je pense que ce n'est pas forcément la meilleure option quand on sait que le patient a une pathologie respiratoire chronique. On l'a bien expliqué, hein, il y a des enjeux de néoangiogénèse et de reperfusion des artères systémico-pulmonaires, et donc quand on sait que le patient a une pathologie pulmonaire chronique, on va opacifier les cavités droites, les cavités gauches, avec un peu plus de produit de contraste, hein, mais on n'aura pas de doute à la fin. Donc le protocole standard, c'est quand même d'avoir un temps assez précoce, limiter les temps d'injection. Dès que c'est des patients respiratoires chroniques, eh bien, on va essayer d'avoir la double opacification des cavités droite et gauche pour ne pas faire d'erreur de pseudo-embolie. Un élément très important, c'est ce qu'il a dit sur ne pas avoir une inspiration maximale et il bloque. Et le Valsalva, ça gêne l'opacification artérielle pulmonaire. Ça, c'est un élément important. Ma question, pardon, c'est qu'est-ce que je demande, moi, sur mon scanner thoracique? Quand je demande un scanner thoracique, en ayant dans l'idée qu'il ne faudrait pas que je passe devant une pseudo-embolie pulmonaire et la prendre pour une embolie pulmonaire, qu'est-ce que je dois demander sur le papier? Si tu crains une pseudo-embolie pulmonaire, c'est un patient qui a une pathologie parenchymateuse, qui a une destruction du lit capillaire pulmonaire, si tu crains ce phénomène-là, puisque ça va créer après l'hypervascularisation systémique. Si c'est un sujet qui n'a aucun antécédent, qui va parfaitement bien, tu peux avoir un angioscanner simple des artères pulmonaires sans avoir le temps artériel systémique. Mais sinon, s'il a des pathologies, s'il a des séquelles de bacillose, par exemple, là, il faut le faire obligatoirement. Enfin, c'est pas choquant si moi, quelqu'un me demande, s'il vous plaît, opacifier les cavités droite et gauche. Hein. C'est pas compliqué à faire. Et tant qu'on reste poli et qu'on n'impose pas les choses au radiologue qui est censé connaître son protocole. Voilà. Non, parce qu'en parallèle, on fait des injections à haut débit, ce qu'on ne fait pas forcément habituellement. Il y a des petites recettes de cuisine, mais si tu demandes opacification des cavités droite et gauche, ben, tu auras ce genre de protocole. Docteur Benassia. S'il vous plaît, avant chaque bronchoscopie pour laquelle il est destiné de faire des biopsies bronchiques, est-ce qu'il faut systématiquement un scanner injecté? On a souvent des scanners, mais... Enfin, on a des scanners, mais ils ne sont pas toujours injectés. Si tu as des dilatations de bronches et si tu penses faire des biopsies, il vaut mieux avoir quand même une injection. Hein. Parce que moi, la patiente avait un cliché du thorax où il y avait très peu de choses, très peu de choses, et puis on a vu la catastrophe que ça a été. Donc, quels sont les éléments qui doivent faire douter sur
d'existence de néovascularisation. Ben, si ton scanner n'est pas injecté, si tu vois les images qu'on a vues juste en avant de l'aorte thoracique descendante, des images arrondies, si elles ne sont pas injectées, mais si tu vois ces images arrondies à peu près au niveau de la carène, c'est que là, tu peux penser qu'il y a quand même une hypervascularisation systémique bronchique. Et à ce moment-là, il vaut mieux avoir une injection pour confirmer tout cela, et puis être très prudent. Moi, actuellement, j'essaie de ne quasiment pas biopsier les bronchectasiques. Je me méfie beaucoup. Bon, chat échaudé craint l'eau chaude, mais je me méfie beaucoup quand même de ces patients-là. Il faut vraiment que l'indication, ce n'est pas une simple inflammation, parce qu'ils ont tous un état inflammatoire endobronchique, mais il faut qu'il y ait une vraie raison pour faire un prélèvement. Il faut faire attention.